Bien sûr. Mhm. Marc Delplace, qui est, comme chacun sait, historien, qui est aujourd'hui à la Sorbonne, Paris 4, enfin anciennement Paris 4, et qui a travaillé depuis fort longtemps sur la Révolution française, sur l'éducation et sur l'historiographie de la Révolution française. Donc, je ne développe pas parce que Marc Delplace n'a pas besoin d'être présenté. Alors par contre, je ne sais pas sous quel angle il va nous parler de Michelet et la Révolution française. Je ne sais pas si c'est sous un angle un peu généraliste ou sur un point précis, mais il va évidemment nous préciser tout cela. Donc je vais vous demander à tous de couper votre micro, sauf à Marc, et je vais lui laisser la parole. Eh ben merci Marc. Je vais pouvoir embrayer directement sur ce que vient de dire Yannick à propos de la réédition du dictionnaire de Jean-Pierre Faye et du rapport à la philosophie et à la philosophie de l'histoire, puisque précisément mon objet n'est pas de vous présenter aujourd'hui ou d'aborder tel ou tel aspect de l'histoire de la Révolution française de Michelet, mais d'aborder comment la Révolution française constitue l'un des socles, à mon avis, d'une philosophie de l'histoire de Michelet qui travaille toute son histoire de France. Et donc, en fait, ce dont je vais parler, c'est son histoire de France et non pas son histoire de la Révolution française. Et la présence avérée, évidente ou parfois moins évidente euh, dans le propos de Michelet de la Révolution française, la façon dont cette Révolution française travaille le, le grand chantier que Michelet a ouvert avec son histoire de France. Bon, le chantier de réflexion est en cours. Hein, j'ai lu la totalité de l'histoire de France de Michelet dans une source dont je vais vous parler dans un instant, et je n'ai lu pour l'instant que les deux premiers volumes de son histoire de la Révolution française. Alors, si je parle de 5 volumes d'histoire de France, c'est évidemment pas les 5 volumes d'origine, puisqu'il y en a 19. C'est une édition que j'ai utilisée parce que je l'ai sous la main, tout simplement, et que pour des raisons personnelles, il ne m'est plus possible de me rendre aisément dans une bibliothèque. J'ai donc pris ce que j'avais sous la main, c'est un héritage familial, et c'est une édition de Hetzel, quand même, sans date, mais qui date d'après la mort de Michelet, vraisemblablement les années 1880, avant la fin en tout cas du 19e siècle. Et c'est une histoire dont l'éditeur dit qu'il veut que ce soit une histoire grand public. Alors, grand public pour l'époque, hein, sans doute. Et effectivement, c'est une histoire grand public, c'est-à-dire qu'elle est publiée sur un papier d'une qualité absolument désastreuse, qui fait que j'ai beau le manipuler avec beaucoup de précaution, les pages se déchirent régulièrement les unes après les autres, ce qui rend évidemment l'utilisation de cette édition difficile. Voilà. Mais enfin, bon, l'éditeur assure, je n'ai pas de moyen de le vérifier, que il a édité intégralement le texte de Michelet tel que Michelet l'avait rédigé pour une version plus scientifique, disons. La longueur des notes qui apparaissent dans son histoire du Moyen Âge en particulier, puisque je m'arrête à, j'ai lu les 5 volumes, mais je n'ai réussi à collationner les citations dont je pouvais avoir besoin que sur les 3 premiers volumes, c'est-à-dire en gros jusqu'à la Saint-Barthélemy. Hein, voilà. Euh, et donc l'éditeur assure que il a respecté le texte intégral de Michelet et les notes de ce texte laissent à penser qu'effectivement c'est le cas vu la longueur et l'importance qu'ont ces notes à certains moments. Voilà. Alors
Le point sur lequel je vais revenir avec une certaine insistance, c'est ce qui constitue, selon la lecture que j'ai pu en faire, le chiffre de l'histoire de France, selon Michelet et selon moi, qui tient en 3 mots: liberté, unité et nation. Les 2 derniers, évidemment, se recoupant un petit peu. Et puis, de façon secondaire, on voit apparaître de façon régulière les mots centralisation, égalité et fraternité. Et au sujet de ce dernier, d'ailleurs, il y a une citation que je n'ai pas retrouvée là, je n'ai pas sous la main, mais que je vais vous redonner comme ça de mémoire, dans un passage qui concerne l'emprise de l'Église sur la société médiévale, il ironise, Michelet ironise, en disant mais voilà le clergé qui parle de liberté, d'égalité, et il dit il ne manque au fond que la fraternité. Bon, ce qui évidemment pour une expression religieuse peut poser un petit peu problème. Et là, Michelet, évidemment, se moque un peu de ces actions-là. Alors, un autre défaut du travail que j'ai fait, et là je pense à un petit échange que j'ai eu avec Jacques il y a quelques temps de cela, et où je lui parlais du travail que j'avais commencé à faire, c'est qu'il m'a cité évidemment des ouvrages de référence, mais que là encore, pour des questions personnelles, et malheureusement je dois faire avec, ce sont des ouvrages que je n'ai plus le temps ou la capacité de lire. Donc peut-être y a-t-il là un défaut, et peut-être que je vais passer mon temps à enfoncer des portes ouvertes pour ceux qui connaissent mieux que moi le travail de Michelet. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle je ne me désintéresse pas de mon public, mais je resterai le nez un peu collé à mes notes pour des raisons de besoin de concentration. Euh, donc, le premier point sur lequel je voudrais insister, avant d'entrer dans le vif du sujet qui comportera trois éléments essentiels, c'est de laisser parler Michelet lui-même, et c'est de parler de ce qu'il dit lui-même de la méthode qu'il a employée. Parce que Marc y a fait allusion, je m'intéresse aussi de longue date, pour un certain nombre de raisons, à l'épistémologie de l'histoire et à l'épistémologie des historiens du 19e siècle en particulier. Et j'ai trouvé intéressant, même si ça n'est certainement pas une découverte pour vous, que Michelet insiste vous savez, ces fameuses préfaces, il y a les 2 grandes préfaces, celle de 1869 à l'Histoire de France, qui est la plus souvent citée quand on parle de la manière de faire, de la manière d'écrire aussi de Michelet. Et puis, il y a de l'année précédente, 1868, sa préface à l'histoire de la Révolution française. Donc ça, je vais quand même évidemment l'utiliser un petit peu. Et alors, il dit, au niveau méthodologique, il dit ceci, concernant les historiens qui l'ont précédé. Au reste, je le cite là, jusqu'en 1830, même jusqu'en 1836, aucun des historiens remarquables de cette époque n'avait senti encore le besoin de chercher les faits hors des livres imprimés, aux sources primitives, la plupart inédites alors, aux manuscrits de nos bibliothèques, aux documents de nos archives. Et ça me paraît intéressant. Je pense à ce que sera le développement de l'histoire à la fin du 19e siècle. Curieusement, Michelet a été écarté, n'a pas été considéré comme un père fondateur par les historiens de la fin du 19e siècle. Je pense à Langlois et à Seignobos dans leur fameuse introduction aux études historiques. Et pourtant,
là, c'est très clair, le rapport à l'archive est un premier élément qui me paraît tout à fait important, enfin qui est souligné par Michelet lui-même comme étant important. Maintenant, il y a deux autres aspects. Alors, concernant ce rapport aux archives, Michelet, et là je ne vais pas le citer, je vais simplement gloser un peu sur ce qu'il dit, met en cause ces imprimés tels qu'ils pouvaient exister, les mémoires, les histoires de la Révolution française existant déjà, voire les histoires de France, et puis les journaux. Et il met en doute en particulier la validité du Moniteur, qui sert souvent de référence, qu'on utilise de façon courante, et dont il dit, mais je ne sais pas à quel titre, il dit que c'est un journal qui a été souvent arrangé. Alors je ne sais pas s'il parle d'arrangements qui ont eu lieu au moment de la publication dans la Révolution française elle-même, ou bien si ce sont des arrangements qui sont postérieurs, qui relèveraient d'arrangements faits au moment de réédition qui ont lieu au cours du 19e siècle et du Moniteur universel, du Moniteur. Voilà. Donc ça, c'est un premier point de méthode. Deuxième point de méthode, c'est que Michelet ne s'embarrasse guère de chronologie. Hein, dans son récit, il manie avec aisance le retour en arrière, l'anticipation, bref, tout ce qu'on nous déconseille aujourd'hui dans nos bonnes universités de faire. Il utilise même le conditionnel, il utilise le futur, bien entendu, bon, etc. Sauf à certains moments où lui-même dit pour éclaircir tel ou tel point, eh bien, il suffit de revenir à la chronologie. Et à ce moment-là, il s'efforce d'établir de façon rigoureuse la chronologie des faits qu'il veut présenter, de façon à supporter son argumentation. Voilà. Et puis le troisième point, alors là c'est un point qui est un point aveugle, me semble-t-il, chez lui, c'est ce que Marc Bloch avait appelé dans euh, euh, excusez-moi, j'ai parfois des difficultés de mémoire. Vous savez, enfin, son ouvrage sur le métier d'historien, l'apologie pour l'histoire. Et ce qu'il avait appelé le problème de la nomenclature, qui évidemment, en tant qu'historien du discours, historien des concepts, nous intéresse particulièrement. Et ça, c'est un point manifestement qui n'intéresse pas Michelet, en tout cas sur lequel il ne s'explique pas. C'est ainsi qu'il va utiliser des termes. Par exemple, il y a le titre d'un de ses chapitres qui s'intitule « Terrorisme des Guises ». Mais il utilise le terme comme si c'était une évidence. Il parle du terrorisme aussi de Marie la Sanglante. Hein. À côté de ça, ce qui montre qu'il fait la distinction entre les deux usages, dans le chapitre justement intitulé Terrorisme des Guises, il parle de la terreur des prêtres, mais quand il écrit terreur des prêtres, il l'écrit avec un T majuscule, alors que c'est en cours d'une phrase. Donc là, il fait une référence, voilà un premier exemple, j'en reprendrai d'autres, où, à mon avis, il fait la référence directement à la terreur révolutionnaire, enfin de la période révolutionnaire. J'éviterai de parler de terreur révolutionnaire. Il parle de même de la terreur de la Loire, par exemple, toujours dans le même chapitre, puisque la cour se trouve à ce moment-là se déplacer le long des châteaux de la Loire, et que il en parle au moment où il évoque l'ordonnance de 1561, pardon, sur laquelle je reviendrai un court instant. Alors j'y vois aussi peut-être un clin d'œil, mais je ne sais pas, ça je n'ai aucun élément de confirmation. Terreur de la Loire, évidemment, je pense à Carrier, à Nantes. Bon, je ne sais pas si Michelet avait cela en tête au moment où il écrit
ce passage-là. Passage dont il faut noter qu'il est écrit après son histoire de la Révolution française, hein, puisque, ça vous le savez bien sûr, son histoire de France est coupée en deux par l'histoire de la Révolution française. Il écrit une première partie de l'histoire de France jusqu'en 1848. Il commence en 1833. En fait, sa première introduction date de 1837. Hein, sa première préface date de 1837. Donc, c'est le moment où il commence à publier son histoire. Il y a une préface de 1840 qui existe aussi. Donc, il va écrire comme ça plusieurs préfaces successives qui sont en cours de son écriture et qui marquent simplement les césures de son travail, le moment où il a arrêté de travailler et où il reprend son travail et où il écrit ses préfaces. Alors ensuite, donc, il va interrompre son travail d'histoire de France pour revenir, dit-il, au foyer de la Révolution française. Hein, c'est lui, il l'écrit en 1868. Il écrit ceci exactement: au bout de 15 années, après le grand travail que je dus à l'ancienne France, je rentre en celle-ci, la France et la Révolution. J'y entre comme en un foyer de famille, délaissé quelque temps, mais changé nullement, refroidi point du tout. Voilà. Et il explique ensuite qu'il est chassé de Paris hein, après le 2 décembre 1851. Il se réfugie aux portes de la Vendée et c'est là où il achève l'écriture de son histoire de la Révolution française jusqu'en 1853. Bon. Et il revient à ce moment-là à son histoire. Il reprend son histoire de France qu'il avait interrompue dans le courant du Moyen-Âge. Et il y a une préface importante que j'utiliserai, qui date de 1855 et qui est la réouverture de son chantier de l'histoire de France, qui est dans le cours de l'histoire, de la partie histoire médiévale justement de son histoire de France. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre dans mes propos. Donc voilà. Et ce qui m'a frappé, c'est que oui, il ne porte aucun intérêt à enfin, il ne semble porter aucun intérêt à cette question de la nomenclature. Et j'en veux pour preuve un dernier élément, c'est que dans son histoire de la Révolution française, cette fois-ci, il consacre, c'est dans le tome 2 de la collection que je possède en tout cas, hein, il consacre un long passage à la question du salut public, qu'il réprouve. Il réprouve le salut public parce qu'il voit derrière le salut public la raison d'État telle qu'elle a pu être manipulée par Richelieu, par Louis XIV. Donc il y voit un symbole du despotisme. Ce qui ne l'empêche pas, quelques paragraphes plus tard, de parler du salut public de la Révolution, du salut public de la France, et d'utiliser l'expression sans la mettre entre guillemets, sans s'en distancier, alors qu'il vient de faire tout un paragraphe pour expliquer que pour lui la notion de salut public était une notion tout à fait discutable. Donc ça c'est Michelet, ce qui fait que c'est pas toujours facile de saisir et que ça demande du coup, à mon sens, pour bien lire Michelet, il faut vraiment le lire intégralement. En fait. Parce que si on en lit que des passages, on risque des contresens et c'est sur quoi je conclurai sur un élément qui m'a frappé parce que j'ai moi-même commencé par ne plus très bien savoir ce que Michelet voulait nous dire. C'est un passage de son histoire du Moyen Âge, du moment de l'histoire du Moyen Âge. Et il est peu sensible à cela, alors que son contemporain Augustin Thierry, sur lequel j'ai travaillé juste précédemment, est au contraire, on en fait le prototype même de l'historien romantique, c'est-à-dire qui veut de la peinture, de la couleur, mais en fait, il explique pourquoi il utilise le terme de franc avec un K par rapport au terme de français,
qui se mélangent dans la littérature du XVIIIe siècle. Et il dit que non, il y a là un risque d'anachronisme, etc. Donc Augustin Thierry est lui très sensible, au contraire, à mon sens, à cette question de la nomenclature, à une question qui nous intéresse donc particulièrement quand on fait de l'analyse du discours en histoire, ce qui est mon terrain de départ, celui dans lequel j'ai été formé par Jacques Guillaume. Voilà, auquel je ne rendrai jamais suffisamment hommage. Alors, voilà. Alors un dernier point aussi, oui, c'est que Michelet s'étonne de l'utilisation des témoignages qui sont faits dans son histoire de la Révolution française. Là, c'est dans l'histoire de la Révolution française, mais aussi dans son histoire de France, puisque je vois que c'est dans le tome 2 que j'ai de l'histoire de France où il fait appel à cela, où c'est un moment où il parle de Louis XI et où il parle des jugements portés sur le souverain et sur son action. Et où il dit, mais au fond, mes prédécesseurs qui font le portrait de ce roi et de son action, le juge, c'est comme si on faisait appel aux auteurs, pas nécessairement historiens, mais euh, aux gens de 1816 pour comprendre la Révolution française. Hein, donc il souligne ici l'inadéquation finalement du témoignage utilisé, puisque c'est un témoignage à charge. Hein, c'est ce qu'il veut dire en faisant référence à cette année 1816, en disant c'est comme si on jugeait la Révolution française au travers de ce qui a pu être écrit en 1816, justement toute la littérature contre-révolutionnaire de ce moment-là et des années qui suivent, bien entendu. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour cette présentation, mais je tenais d'abord parce que effectivement c'est une question qui m'intéresse, et puis parce que je pense que elle compte, que ces questions que j'ai soulevées comptent et permettent de mieux comprendre, à mon avis, la façon dont Michelet utilise la Révolution française pour comprendre l'histoire de France. Et c'est là que je dis que, à mon sens, il y a une véritable philosophie de l'histoire chez Michelet. Bon, comme vous le savez, hein, sa première publication finalement de notoriété, c'est la traduction qu'il fait de Giambattista Vico en 1827 et un livre qui s'appelle De la science nouvelle, etc. Bon, je ne le citerai pas en italien parce que je ne connais pas l'italien, mais que lui traduit en lui donnant comme titre de la philosophie de l'histoire. Donc, je pense que c'est tout à fait clair. Et j'en reviens à ce que disait Yannick justement par rapport à la republication du dictionnaire de Jean-Pierre Faye. Je pense que il n'y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas d'hésitation à considérer que Michelet développe une philosophie de l'histoire. Et cette philosophie de l'histoire, je l'ai dit, j'ai donné les 3 mots qui, pour moi, parce que je les ai trouvés régulièrement associés à l'idée de France chez Michelet, ces 3 mots de liberté, d'unité et de nation. Du reste, il le dit lui-même, enfin, je le pense, dans sa fameuse préface de 1869, il dit ceci: la vie a une condition souveraine et bien exigeante, elle n'est véritablement la vie qu'autant qu'elle est complète, ses organes sont tous solitaires et ils n'agissent que d'ensemble. Nos fonctions se lient, se supposent l'une l'autre, qu'une seule manque et rien ne vit plus. On croyait autrefois pouvoir, par le scalpel, isoler, suivre à part chacun de nos systèmes. Cela ne se peut pas, car tout influe sur tout. Ce qui fait, évidemment, écho à cette
deux autres citations que je vais donner, je vais m'arrêter là sur la préface de 1869. Il parle de cette œuvre laborieuse d'environ 40 ans, fut conçue d'un moment, de l'éclair de juillet. Dans ces jours mémorables, une grande lumière se fit et j'aperçus la France. Et c'est un peu après ce passage-là qu'il dit « Nul ne l'avait encore embrassé du regard, dans l'unité vivante des éléments naturels et géographiques qui l'ont constitué. Le premier, je la vis comme une âme et une personne. » Voilà pourquoi j'insiste sur le mot unité. Je crois que unité nationale, c'est un élément. Et pour Michelet, visiblement, enfin, de la lecture que j'en ai pu faire, j'en tire l'idée que tout son récit de l'histoire de France jusqu'à la Révolution française est déterminé par celle-ci. Il y a une forme, alors, de déterminisme historique, mais c'est un terme que j'aime pas trop employer concernant Michelet parce que je le trouve réducteur. Le déterminisme historique, ce sera la petite monnaie de la philosophie de l'histoire, tel qu'on le trouve, ce déterminisme, dans les manuels scolaires que j'ai par ailleurs effectivement étudié, les manuels scolaires de la Troisième République, que j'ai assez longuement parcouru, notamment la fameuse collection Mallet-Isaac, mais également les manuels de l'école catholique, qui très curieusement fonctionne sur le même système de pensée que le Mallet-Isaac, ce que j'ai eu l'occasion de dire en un autre lieu, et je ne vais pas y revenir ici. Alors, si maintenant je reviens sur cette citation que j'ai faite de Michelet, qui est bien connue, qui est « L'éclair de juillet », je dirais que chez Michelet, il y a en fait 2 juillet. Peut-être, et on ne peut que le croire, c'est juillet 1830 qui lui révèle la France, mais dans la préface de 1868 de la Révolution française, il dit ceci, c'est la conclusion. Dans mon premier volume, il cite, c'est l'année 1847, j'avais indiqué à quel point les idées d'intérêt, de bien-être, qui ne peuvent manquer en nulle révolution, en la nôtre pourtant, sont restées secondaires. Combien il faut la tordre, la fausser, pour y trouver déjà les systèmes d'aujourd'hui. Sur ce point, le beau livre de Quinet, et pourtant, bon, il a un regard tourné aussi vers le 19e siècle lorsqu'il parle de l'histoire de France au travers de l'histoire de la Révolution française. Bon, j'y reviendrai. C'est son côté sublime et son signe divin. Brillant éclair au ciel, le monde en tressaillit, l'Europe délira à la prise de la Bastille, tous s'embrassaient et dans Pétersbourg même, sur les places publiques. Inoubliable jour. Qui suis-je pour les avoir comptés ? Je ne sais pas encore, je ne saurai jamais comment j'ai pu les produire. L'incroyable bonheur de retrouver cela si vivant, si brûlant après 60 années, m'avait grandi le cœur d'une joie héroïque, et mon papier semblait enivré de mes larmes. Et en fait, de quoi parle-t-il ? Eh bien, il le dit un petit peu plus tard, en citant 2 auteurs qui l'ont critiqué, Béranger et Proudhon. Et il dit ceci de Proudhon. Proudhon savait combien je goûtais peu la plupart de ses paradoxes. C'est de lui cependant que je reçus la lettre la plus forte, et là il est question d'histoire de la Révolution française, du texte de 1868. L'acceptation la plus complète de mon livre, celle du principe posé dans mon introduction, et là, cette introduction dont il parle, c'est celle de 1837. L'inconciliable opposition du christianisme avec le droit et la révolution. Il l'a pleinement adopté dans son livre De la justice, 1858. Et il conclut, et c'est là à quoi je voulais en venir, au beau jour des fédérations, Camille Desmoulins fit la proposition touchante et chimérique d'un pacte fédératif entre les écrivains amis de la Révolution. Il est sûr qu'entre nous, il parle là des historiens de sa génération, unis malgré nos dissidences par un fond de principes communs, il y a une sorte de parenté. Je l'ai plus que personne respecté. Je n'ai répondu jamais aux critiques des nôtres
quoiqu'elles fussent souvent un peu légères, et que je pusse exercer des représailles faciles. Et dans ce passage-là, ce que je retiens, moi, c'est le mot de fédération. Car si je disais il y a 2 juillet, 2 éclairs de juillet, l'autre éclair de juillet, c'est celui du 14 juillet 1790, de la fête de la Fédération, dont Michelet fait une des clés de compréhension, non pas seulement de l'histoire de la Révolution française, mais de l'histoire de France, et l'un des moments d'aboutissement de l'histoire de France, telle que j'ai pu la lire. Alors, je vais maintenant revenir à son histoire de France, justement, et au rapport que cette histoire entretient avec la, avec la Révolution française. Je vais développer mon propos en 3 points. Je vais essayer de m'y tenir, car je sens que je déborde déjà largement le temps qui m'est imparti. Il y a ce que j'ai appelé, faute de mieux, les instruments. Vous verrez de quoi il s'agit. Ensuite, les faits, en fait, c'est par eux que je vais commencer d'ailleurs, c'est-à-dire la comparaison toute simple, là, et toute évidente. Quand Michelet, parlant de tel événement des temps médiévaux, instaure la référence ou la comparaison, un comparatif avec la France révolutionnaire. Et puis enfin, le troisième point, c'est la question des concepts, justement, dans lequel on retrouvera unité, mais aussi bien d'autres concepts dont je n'ai pas encore parlé, mais sur lesquels je reviendrai. Alors, je me rends compte que comme je suis un peu long dans cette présentation, je vais vous épargner, sauf 2 peut-être d'entre elles, les citations sur lesquelles je m'appuie. Bon, je sais bien que, comme l'a dit Antoine Pro, l'historien ne demande pas à être cru sur parole, mais qu'il doit démontrer par les sources ce qu'il dit. Je vais me permettre, dans le cadre de notre séminaire, de ne pas tout à fait respecter cette loi qu'il instaure. Alors, je disais, premier point, ce sont les faits. Les faits à propos desquels Jules Michelet fait le parallèle, un parallèle simple très souvent, mais pas toujours si simple que cela, entre l'histoire qu'il décrit, qui est donc celle, en gros, des temps mérovingiens. Je n'ai rien trouvé, évidemment, concernant, bien qu'il parle de la Gaule et de la Gaule et de la période gallo-romaine, rien à ce moment-là. Il ne commence à faire référence à la Révolution française que véritablement vers le XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle. Parfois un petit peu avant. Je serai amené à le voir. Alors, les faits. Les faits, c'est par exemple une référence qu'il peut établir. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une référence qui peut être dans l'avant-révolution française, mais aussi dans l'après-révolution française. Je vous donne ces éléments-là. Par exemple, lorsqu'il parle des guerres d'Italie sous Louis XII, donc au début du XVIe siècle, il dit que il aurait été souhaitable que on respectât l'Italie, que la France appuyât la diversité des communes italiennes et des petits États italiens, de façon à assurer l'équilibre européen. On sait que c'est là que naît la notion d'équilibre européen. Et il dit ne pas renouveler, notamment vis-à-vis de Venise, l'erreur de Campo Formio. Vous voyez, voilà le type de référence qu'il va faire. Alors, il a aussi une allusion, à mon sens, aux Républiques sœurs, quand, dans un grand élan lyrique comme il peut en avoir, dans ce qui est dans ma collection le volume 3, c'est-à-dire le dernier volume que j'ai utilisé pour aujourd'hui de son histoire de France, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit « Bienvenue à l'Italie, bienvenue à l'Allemagne ».
Hein. Il faut penser que lorsqu'il rédige ce volume-là, le, comment dire, l'unité de l'Italie et de l'Allemagne ne sont pas encore totalement réalisées, mais elles sont en cours de réalisation. Hein, il les vit de côté. Et j'y vois, à tort ou à raison, hein, vous me le direz certainement, une allusion, l'Italie, l'Allemagne, c'est pas rien, un peu aux républiques sœurs de 93. Hein, pas aux républiques, pas aux conquêtes ensuite napoléoniennes. Bon, ça c'est autre chose. Alors, autre exemple dans lequel il établit un lien où il utilise plutôt la Révolution française pour comprendre un élément de l'histoire médiévale qu'il est en train de décrire, où il dit que pour lui, c'est l'année 1200 qui est l'année la plus noire de l'histoire de l'Église pendant justement la période médiévale, et en disant que cette année 1200, il fait allusion en fait au-delà de 1200, les quelques années qui suivent, c'est-à-dire notamment la croisade des Albigeois, il dit c'est le 1793 de l'Église. Hein. Voilà, par exemple. Alors, autre exemple, et celui-là est beaucoup plus connu, et je vais essayer de vous le retrouver. Je suis désolé, mais j'ai pas eu le temps de mettre en ordre mes références, et c'est pour ça que je suis un peu, je peux être un peu hésitant. Voilà ce qu'il dit, par exemple, de l'année 1357. Alors ça, c'est un grand classique. Alors, voilà. Aux États généraux de 1357, la France avait vu et posé nettement le but de l'avenir. Hein, donc il se projette véritablement. Voilà. Et oui, c'est un petit peu plus loin où j'avais justement cette référence, je vous la donne du coup. La date la plus sinistre, la plus sombre de toute l'histoire est pour moi l'an 1200, le 93 de l'Église. Hein, voilà, vous voyez que ça va même au-delà de la question de l'histoire de l'Église elle-même. Voilà. Alors, quand je dis qu'il regarde à la fois, et c'est ce qui rend son écriture complexe, hein, qu'il regarde à la fois l'avant-Révolution française, mais aussi l'après-Révolution française. Je vous cite cet exemple. Il parle, toujours c'est dans l'introduction qui suit la préface de 1855, où il fait un petit peu une synthèse de ce qu'il a déjà écrit sur le Moyen Âge français. Il met ceci: génération trop confiante dans les forces collectives qui font la grandeur du XIXe siècle, venez voir la source vive où le genre humain se retrempe, la source de l'âme qui sent que seule elle est plus que le monde et n'attend pas du voisin le secours emprunté de son salut. Le XVIe siècle est un héros. C'est à propos du XVIe siècle qu'il écrit ceci. Vous voyez comment il navigue. Il a là cette navigation très complexe et évidemment peu appréciée des historiens de la fin du XIXe siècle. Voilà. Alors un autre exemple qui est quand même assez extraordinaire. Bon, l'exemple de 1357, je voudrais quand même préciser, Michelet n'invente rien. Hein. Vous avez dans les observations sur l'histoire de France de Mably en 1764, vous avez déjà un long développement sur ce que représente cette ordonnance qui sort. C'est une ordonnance qui sort des États généraux, qui sont des États plus ou moins généraux. Bon, ça, Mably déjà le sait, en 1357, donc qui sortent de l'époque de la Révolution parisienne dirigée par Étienne Marcel. Hein, voilà.
Et, donc. Et puis, plus étonnant encore, enfin plus marquant, à mon sens, il y a Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, dont il a à plusieurs reprises comme ça. Alors on sait jamais très bien avec lui à quel moment il fixe le début réel de l'unité nationale française, parce qu'il la fixe à plusieurs moments. Hein, dans son histoire. Bon, je le détaille pas, mais de Jeanne d'Arc, il dit par exemple d'elle qu'elle fut le prophète de la Révolution. Et lorsqu'il écrit cela, il écrit le prophète de la Révolution avec un R majuscule. Là encore, hein, l'attention à la typographie qui nous amène à ne pas voir le terme révolution comme un terme utilisé de façon banale. Euh, euh, voilà. Et puis, dernier exemple, c'est la façon dont, toujours dans les guerres d'Italie, il dit que l'armée se solde sur l'ennemi. Hein, à l'époque de Louis XII, donc avant 1512, parce qu'il va faire un développement important en 1512, j'y reviendrai, et où il dit sans la mort de Gaston de Foix en 1512, aurait-il pu se soutenir de la même manière que Bonaparte en 1796? Voilà, par exemple, comment il utilise le lien. Alors, vous voyez qu'on est dans une forme de comparaison qui n'est pas un comparatisme tel que Henri Pirenne nous y aurait habitués, ou tel que Marc Bloch, inspiré par Henri Pirenne, le proposait, ou sur lequel il réfléchissait, là encore, dans l'apologie pour l'histoire. Voilà. Alors, précisément, cela me permet de passer à ce que j'ai appelé les instruments. Et cette comparaison entre Gaston de Foix et Bonaparte, Gaston de Foix qui meurt en 1512 à la bataille de Ravenne, mais la bataille est quand même remportée, et puis Bonaparte et sa campagne d'Italie de 1796, eh bien, il y a là deux éléments qui sont mis en relation l'un avec l'autre. Premièrement, il dit de Gaston de Foix que pour la première fois dans l'histoire, eh bien, l'infanterie joue le rôle essentiel, hein, et il dit c'est là que l'on découvrit voilà. Dans la courte, alors là je cite, hein, dans la courte et foudroyante campagne de Gaston de Foix, on entrevit le français comme premier marcheur du monde, c'est-à-dire éminemment soldat. Et en fait, il ne revient pas sur les volumes que j'ai lus de la Révolution française, hein. Il ne revient pas sur Bonaparte, mais on sait qu'ensuite, d'autres auteurs que Michelet d'ailleurs, insisteront sur la rapidité de marche des armées napoléoniennes, et en font un des éléments de leur succès. Et on voit que lui, il l'attribue déjà à Gaston de Foix. Et puis, il dit ceci également, les Piémontais et Autrichiens gardaient les Alpes et la Corniche, et là, il parle non plus de Gaston de Foix, hein, je reprends un petit peu avant que vous avez, Suisse, Italiens, Espagnols n'ont deviné par où les Français allaient passer. Là, il parle de l'expédition menée par Gaston de Foix. Et il ajoute toujours, ils ont été surpris. Les Piémontais et Autrichiens gardaient les Alpes et la Corniche. Bonaparte passa à Albinga. Excusez-moi pour la prononciation. Au défaut des montagnes entre les Alpes et l'Apennin. Hein, donc là encore, la manière dont la Révolution française est l'élément de compréhension pour lui à mon sens, hein, bon, de l'histoire de France. Alors un autre élément, un autre instrument, celui-là, c'est la presse. Hein. Et il insiste beaucoup sur la presse. Il explique en particulier que l'invention de l'Inoctavo, quand il parle de la presse, hein, il parle bien entendu de l'imprimerie de manière générale, pas des journaux à ce moment-là. Il en parlera dans son histoire de la Révolution française. Et il rappelle à ce propos
que précisément euh, euh, la presse, voilà, il dit ceci, je vous le cite quand même. Lire un livre imprimé, révolution plus grande. Ceci donne des ailes à la presse, en sorte que tous liront, alors il est un peu optimiste quand même, sauront, verront, auront des yeux. C'est la révolution de la lumière. Et moi, je trouve intéressant qu'il associe comme ça révolution et lumière. Alors là, c'est en minuscule, donc il faut être prudent. Je tombe peut-être dans la surinterprétation. En même temps, je note que c'est la révolution de la lumière, que l'esprit des lumières et de la révolution est le titre de notre séminaire. Ça m'a un petit peu amusé. Bon, voilà. Alors, la presse, pour Michelet, on sait que c'est important parce qu'il dit lui-même qu'il est né dans la presse. Il est né dans l'imprimerie de son père, installé, dit-il, en 1793, installé dans une église désaffectée. Et il dit aussi, parce qu'il parle de lui-même, quand même beaucoup dans son histoire, il est très présent. C'est aussi un élément qui lui est reproché, c'est qu'il est présent dans son histoire. Il entremêle sa propre histoire finalement avec l'histoire dont il construit le récit. Et il rappelle que euh, euh, alors, il parle là du début des années 1840, où il a déjà des difficultés, où il est mis en cause dans ses cours du Collège de France, etc., hein, par le régime de la monarchie de Juillet. Et il explique comment il sortait complètement déprimé de ses cours, et que il se précipitait à ce moment-là dans l'imprimerie, hein, et que il en ressortait grandi et prêt à affronter à nouveau ses adversaires. Donc on voit comment pour lui la chose est importante et quand on sait ce que représente la presse cette fois-ci journalistique dans la Révolution française, ce dont il parle évidemment par ailleurs, c'est évidemment quelque chose d'important. Et puis alors vous avez un autre élément, oui, j'étais parti sur l'infanterie et puis j'ai déroulé. Il y a deux autres de ce que j'appelle les instruments. Il y en a un deuxième qui est l'artillerie. Il met en évidence que les Français, et il parle de Jean Bureau de la Rivière, de la Rivière, c'est ça, Bureau de la Rivière, hein, qui était le maître de l'artillerie de Charles VII, et de Louis XI, ensuite, si je ne me trompe pas, de début en tout cas du règne de Louis XI, et il explique le rôle de cette artillerie et le fait que la France a un usage de cette artillerie et d'une artillerie mobile, là encore. Et là encore, il rencontre Bonaparte. Hein, il retrouve, une fois de plus, donc, infanterie, artillerie, voilà, et c'est nommé comme tel dans son propos. Et puis le troisième instrument, c'est l'école. C'est l'école. Et là, il a un passage tout à fait important que je vais essayer de retrouver, mais comme j'ai mal pris mes notes, je m'excuse pour ce côté un peu amateur de mon travail, là, de ma présentation en tout cas. Voilà. Il parle, alors c'est dans un chapitre qui est intitulé Fluctuation du roi. Il s'agit de François Ier entre l'ancien et le nouvel esprit, 1529-1535. Et il dit déjà, elle avait la réforme, hein, s'était fait dans la Suisse, dans la Souabe, dans toute l'Allemagne du Nord. Elle appliqua les biens du clergé surtout à la création des écoles. Ces grands hommes, Luther, Zwingli, ne furent pas seulement des théologiens, mais les instituteurs du peuple. Alors là aussi, une expression qui, cette fois-ci, ramène au
au 19e siècle et même plus loin au 20e siècle, hein, quand on dit de la Vis, qu'il est l'instituteur de la France. L'école, et le mot est mis en italique, ce qui n'est pas négligeable, l'école, c'est le premier mot de la réforme, le plus grand. Elle écrit en tête de sa révolution ce devoir essentiel de l'autorité publique. Autorité publique, on voit se dessiner évidemment la question d'une éducation nationale, hein, et autrement dit, ici, Michelet, il s'en explique un peu plus tard, mais je n'ai pas retenu le passage entier, voit se préfigurer Jules Ferry. Ça aurait fait plaisir à François Furet, mais bon, on se passera de lui, hein. Pour aujourd'hui. Voilà. Et puis, alors ça, c'est la petite monnaie. Par exemple, il explique que le livre du XVIe siècle, ça n'est pas le contraint de la Boétie. Il parle de cet ouvrage que la Boétie avait sorti, et il parle d'un autre livre qui est le livre Patelin, hein, qui met en scène Maître Patelin, qui est un magouilleur, etc. Enfin bon, en utilisant des termes modernes. Et à propos de ce Patelin, il dit de ce livre, c'est la Marseillaise du vol. Vous voyez comment le vocabulaire issu de la Révolution française vient nourrir son écriture même, sans qu'il s'en justifie. Une fois de plus, il n'éprouve pas le besoin de se justifier de cela. Alors, je passe à mon troisième point, c'est-à-dire les concepts. Hein, alors attendez, non, j'ai quand même oublié, il y a un point que je voulais vous montrer de quelle manière véritablement ça joue, et que je ne pense pas être en train de divaguer. Je retrouve rapidement la citation, évidemment j'ai mis la pagaille dans mes notes, donc voilà. Oui, c'est à propos, bon, je n'arrive pas à retrouver, mais c'est à propos de Paris, et à propos de ce qui se passe entre 1856 et 1857, hein, de la Révolution parisienne. Et il dit de Paris que dans une France où le roi et le dauphin sont prisonniers, eh bien, Paris prend l'initiative, hein, et Paris donc accueille les États généraux, et puis Paris prend l'initiative de l'ordonnance de 1357. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans le cours d'histoire Mallet-Isaac en 1928, eh bien, on trouve une description de la façon dont les autorités parisiennes, renouvelées par pas encore les sections, mais les électeurs qui viennent se joindre aux échevins et aux prévôts des marchands, comment ce Paris révolutionnaire de 1789 prépare la prise de la Bastille, organise une nouvelle municipalité et organise une milice. Hein. Et il fait le parallèle avec la milice bourgeoise organisée par les Parisiens en 1357, justement pour se prémunir. Hein. Voilà. Alors, j'arrive quasiment au terme de mon propos. Voilà, oui, donc je voulais parler des concepts. Alors, finalement, dois-je y revenir, parce que j'en ai quand même longuement parlé en introduction, c'est-à-dire qu'on retrouve unité, nation, patrie, liberté, citoyen aussi. Il explique comment
le bourgeois du XVe et du XVIe siècle n'est pas encore un citoyen. Hein, et pour quelle raison il n'est pas encore un citoyen. Et puis, l'opposition des principes, je vous l'ai dit, c'est-à-dire le christianisme, il oppose, hein, et ça à plusieurs reprises, il dit il y a deux principes qui s'opposent, le christianisme et la justice. Et la justice, c'est la Révolution française. Voilà. Et il dit que ces deux éléments sont incompatibles, qu'autrement dit, il faut que la Révolution française, c'est quelque chose qui est en marge de mon propos, et qui est de dire pourquoi il faut lire Michelet dans son entièreté. Que si on prend certains passages, on risque de commettre des contresens. Voilà ce qu'il dit à propos des Turcs et des Juifs dans son Moyen-Âge, justement. Hein, il a un chapitre qui s'intitule Les Turcs et les Juifs. L'invasion des Turcs est comme celle des grands ouragans. Rien ne dure devant les obstacles, devant lui, pardon. Les obstacles lui font plaisir et la rend plus forte. État, principauté, royaume, tout ce qu'il y a de plus enraciné s'arrache, craque, vole comme une paille. Et la suite. Chose bizarre, l'humble invasion des Juifs n'est pas moins irrésistible. C'est comme cette armée de rats qui, dit-on au Moyen-Âge, il s'agit évidemment de l'histoire d'Hamelin, hein, s'empara de l'Allemagne, l'envahit, la remplit, occupant tout, mangeant tout jusqu'aux chats, arrêtés par la flamme mais passant à côté. Armée silencieuse, sauf un immense et léger bruit de mâchoires et de dents rongeuses, rien n'eût accusé sa présence. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais moi, à la lecture de ce simple passage, je me dis, Michelet est antisémite. C'est absolument incroyable. Et j'ai eu à l'esprit immédiatement un film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un film de propagande nazie, commandé par Goebbels, dans lequel, justement, on voit, alors c'est filmé en 1940, dans le ghetto de Varsovie, donc on voit les Juifs qui sont massés parce que l'espace est étroit, hein, le ghetto est en train de se remplir. Donc il montre des images des Juifs marchant et puis il y substitue les images de rats en train de courir dans les égouts. Et le Juif éternel. Voilà, le Juif éternel. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, parce que voilà ce qu'il écrit juste après, qu'on estima plus ou moins les livres hébraïques et la philosophie des Juifs, on ne devait pas oublier le titre immense qu'ils ont acquis pendant le Moyen-Âge à la reconnaissance universelle. Ils ont été très longtemps le seul anneau qui rattacha l'Orient à l'Occident, qui dans ce divorce impie de l'humanité, trompant les deux fanatismes, chrétiens, musulmans, conserva d'un monde à l'autre une communication permanente et de commerce et de lumière. Voilà. Hein, vous voyez comment il fait, en fait, du juif, celui qui a permis la constitution du genre humain, finalement. Hein, par alors, autour, évidemment, des gens du livre. Un petit peu plus loin, je terminerai avec ça. Bon, il dit leur dispersion dans l'Europe fut, pour ainsi dire, l'invasion d'une civilisation nouvelle. C'est plus du tout la même invasion. Là. La résurrection de la philosophie juive, de la langue hébraïque par Pic de la Mirandole, l'allemand Reuchlin, le français Postel, c'est la première aurore du jour que nous avons le bonheur de voir. Donc là, il se resitue au XIXe siècle. Du jour qui a réhabilité l'Asie et préparé la réconciliation du genre humain, félicitons-nous d'avoir vécu en ce temps où deux Français avancèrent cette œuvre de religion.
Voilà. Alors j'avais un dernier élément, mais que je voulais citer avant ça, c'est de dire que mes élucubrations sur Michelet et la Révolution française, ben elles se retrouvent chez Michelet lui-même. Enfin, je crois avoir montré que Michelet en est quand même l'auteur, et elles se retrouvent en ceci. Dans un texte de 1846, et je vais terminer avec ça, qui est son fameux petit opuscule Le Peuple, hein, voilà, et où il dit ceci. Enfants, je vous le dis, montez sur une montagne, pourvu qu'elle soit assez haute, regardez aux quatre vents, vous ne verrez qu'ennemis. Tâchez de vous entendre, il parle au français, bien sûr. La paix éternelle, la paix perpétuelle que quelques-uns vous promettent, pendant que les arsenaux fument, voyez cette noire fumée sur Kronstadt et sur Portsmouth. Essayons cette paix, de la commencer entre nous. Nous sommes divisés sans doute, mais l'Europe nous croit plutôt divisés que nous ne sommes. Voilà ce qu'il leur dit, ce que nous avons de dur à nous dire, disons-le, versons notre cœur, ne cachons rien des mots et cherchons bien les remèdes. Un peuple, une patrie, une France, ne devenons jamais deux nations, je vous prie. Et en fait, ce texte, qui peut être pris en lui-même, eh bien, il répond à un texte de 1824, 20 ans plus tôt, qui est le premier éditorial du Mémorial catholique, ouvrage périodique qui paraît en 1824, et qui dit ceci. La société se partage aujourd'hui en deux peuples confondus encore par des intérêts matériels, mais divisés sur tout ce qui tient à l'ordre moral. L'un croit tout ce que l'autre nie, aime tout ce que l'autre est, défend tout ce que l'autre attaque. Et comme on dispute des bases de la société, il s'agit pour elle dans cette lutte de l'existence même. Ces deux peuples, dont les forces se balancent encore, n'en font encore que des essais partiels. Selon que l'un ou l'autre obtient la prépondérance dans une nation, une révolution particulière éclate, une restauration particulière commence. Voilà, ben, je vous remercie. Je vais prendre la parole quelques secondes pour une Oui, question et une remarque. Alors, d'abord la question. Moi, j'ai l'édition qui était parue chez Bouquin. oui. Est-ce que tu sais si cette édition, donc en deux volumes, le Moyen Âge et Renaissance et Réforme, ça correspond à quelle édition? Donc c'est ma première question parce que j'ai regardé dans l'intro de la collection de bouquins et personne n'explique d'où vient cette édition. Et la remarque, c'est finalement, est-ce que on peut parler de système analogique chez Michelet et comment on pourrait le caractériser, ce système analogique? Euh, Parce que, bon, tu as évoqué les trois trucs, c'est-à-dire liberté, union, nation. Euh, je n'arrive pas à trouver de qualificatif pour ce système analogique qui est, alors, qui n'est pas entièrement propre à Michelet, parce que, par exemple, chez Louis Blanc, je pense à l'introduction à l'introduction de son histoire de la Révolution française, il y a des éléments qui se retrouvent un petit peu dans ce que tu dis. Euh, je pense à cette histoire de système analogique parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai relu l'histoire de la Révolution russe de Trotsky, dans lequel il y a un autre système analogique complètement différent, les analogies qu'il fait entre la Révolution russe, évidemment, et la Révolution française, et qui est un système analogique, je dirais, euh, plus historique, ou en tout cas plus marqué par les historiens euh, du premier tiers du XXe siècle que Trotsky a lu. Voilà, c'est une question et une remarque. Et tu peux répondre D'accord. maintenant, et ensuite je passerai la parole à qui la veut. Alors, pour la question, je pense que c'est Jacques qui pourrait te répondre le mieux, puisque comme je le disais, je n'ai maintenant qu'un accès restreint aux sources, et donc comme je ne connais pas cette édition, je ne sais pas sur quelle base elle a été établie. La logique voudrait qu'elle ait été établie sur l'édition d'origine,
de Michelet, et non pas sur l'édition Hetzel que je cite, qui est une édition qu'on trouve sans doute relativement peu maintenant et qui vaut ce qu'elle vaut, hein, enfin dont j'espère qu'elle est le plus exacte possible selon le dire de l'éditeur. Cela dit, Hetzel n'est pas n'importe quel éditeur non plus. Hein, on peut lui accorder une certaine confiance. Alors, quant à la question de l'analogie, ce que je me suis efforcé de montrer, c'est que plus qu'une analogie, c'est une imprégnation. C'est-à-dire que, et c'est là où je dis qu'il y a une véritable philosophie de l'histoire de Michelet, et que c'est ça qui est à l'œuvre. Alors, qui passe par des outils discursifs que j'ai essayé de mettre en évidence. Bon, je n'ai pas cité tous les passages, et en particulier ceux qui ont trait à ce que j'ai appelé la synthèse, c'est-à-dire les passages dans lesquels il construit véritablement l'analogie. Hein. Je n'ai cité effectivement que des passages où l'analogie peut être vue comme une comparaison simple, comme un effet de style peut-être. Voilà. Il y a d'autres passages et je les avais, mais alors en plus ce sont ceux que je peux lire le plus difficilement parce que je les avais soulignés en vert chez moi, mais quand c'est sorti en vert foncé. Bon, voilà, pour te répondre, je vais laisser la parole à Michelet. C'est une note sur la méthode, justement. Hein, c'est son chapitre 17 de mon volume 3, Caractère de ce premier âge de la Renaissance. Un événement fort grave est arrivé récemment dans le monde scientifique. Il faut bien qu'on se l'avoue, l'histoire de France est écroulée. Je veux dire l'histoire doctrinaire, l'histoire quasi officielle dans notre temps, dont notre temps a vécu sur la foi de certaines écoles. Une main forte et hardie a enlevé au système la base où il reposait. C'était un axiome partout écrit et enseigné, professé dogmatiquement et docilement accepté, transmis du plus haut au plus bas de la Sorbonne au collège, aux moindres écoles, que 400 ans de despotisme avaient fondé la liberté. D'où suivait que celle-ci devait non pas amnistier, mais honorer le despotisme. Père et mère honorera. Et à la suite de cela, il écrit « Deux hommes à ma connaissance ont résisté à cet entraînement. L'un, c'est mon vénérable maître Sismondi, qui, dans l'œuvre la plus faible sans doute de ces dernières années, c'est SES, hein, il s'agit des dernières années de Sismondi, n'en a pas moins lutté contre ce système immoral par sa vigueur républicaine et la générosité de son caractère. L'autre, c'est moi. Je résistais par l'amour des réalités et le sentiment de ma vie, qui domine dans tout cœur d'artiste et qui, sans effort, sans dispute, lui fait fuir et détester les mortes créations que les scolastiques quelconques échafaudent contre la nature et la création de Dieu. Par le cœur seul et le bon sens, par ma naturelle impuissance d'accepter un optimisme barbare sur cet océan de malheur, je restais, moi, libre du système des historiens hommes d'État. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Tout à fait. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Vas-y, Jacques. Tu as pas voilà, j'ai mis l'audio. Voilà. Il faut remercier Marc d'avoir abordé un sujet qui est difficile, qui est celui de la philosophie de Michelet et de ses objets, et de nous avoir montré une diversité d'objets de nature philosophique. Alors pourquoi la philosophie de Michelet est difficile à aborder? Parce qu'il a deux adversaires philosophiques. Il a d'une part le courant réactionnaire, conservateur, en particulier Luc Bonald, qui considère que les philosophes de la Révolution française sont, je cite, des philosophes du moi, du tiers-état, donc ça n'a pas grand intérêt. C'est pas des gens capables de penser le pouvoir politique. Et il est très violent, Bonald, plus que de Metz d'ailleurs, qui est contre-révolutionnaire, sur cette philosophie. Enfin, il dit en gros qu'il n'y a pas de philosophe pendant la Révolution française, alors qu'il vise les idéologues, Sieyès et bien d'autres.
Alors ça, c'est déjà quelque chose qui est lourd à porter pour quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et puis, il a aussi, de l'autre côté, le courant matérialiste et déterministe, positiviste, Victor Cousin et d'autres, qui, eux, ne nient pas l'existence d'une philosophie de la Révolution française, mais qui s'appuie essentiellement sur la pensée girondine, donc qui est une pensée sans force et sans énergie, dirais. Il n'y a pas de philosophie de la force et de l'énergie pour Michelet chez les Girondins, et c'est cette philosophie-là que les matérialistes et les déterministes, enfin bref, reprennent. Alors ça fait beaucoup quand même. Alors du coup, comme tu le montres bien, il appréhende des objets philosophiques en fait. Alors je vais prendre un exemple qui colle bien, puisqu'on a retrouvé il n'y a pas très longtemps, enfin on connaissait un inédit de Michelet, de son histoire de la Révolution française, mais qui n'avait jamais été publié, qui porte sur Paris. Et en fait, sans se poser la question de savoir pourquoi il ne l'a pas inséré dans son histoire de la Révolution française, quand on lit ce manuscrit, donc qui a été publié, on perçoit bien que Paris est une sorte d'objet philosophique. Alors ça commence par cette histoire, il parle de son histoire de la Révolution française, c'est Paris surtout. Donc par une thématisation où il marque qu'il y a un objet qui s'appelle Paris, qui est philosophique, et tout du long de sa... Alors il écrit ça au moment où on est en train de détruire Paris, donc en même temps, il intègre des éléments, il est dans les rues, il ne retrouve plus le nom des rues, il y a des noms qui lui paraissent très bourgeois, qui ne l'intéressent pas, donc il est un peu perdu. En quelque sorte, la philosophie de Paris est en train de s'effondrer devant lui, quoi. Et il écrit « Paris, c'est la lumière, cela fait qu'il est tant haï, cela fait qu'on a dit souvent périsse Paris ». Et il continue comme ça, c'est-à-dire que l'objet Paris devient un objet philosophique face à une destruction programmée d'une partie de l'architecture parisienne. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, ça a l'air assez apocalyptique chez lui, mais je n'ai pas de connaissances précises sur la question. Alors c'est ça qui est intéressant au fond, c'est que cette philosophie, si elle est unitaire par les objets qu'elle convoque. Et c'est un peu ce que tu as fait. Alors bien sûr, il y a un fondement conceptuel, une sorte de ground conceptuel que tu as évoqué à la fin, les grands thèmes, liberté, égalité, fraternité, même d'autres, enfin bref, tous ces concepts qu'il utilise. Bien sûr, il y a ce fondement. Mais au-delà de ce fondement, il y a comme des objets, et à chaque fois que tu as commenté tel ou tel de ces objets, c'est là où sa philosophie s'est mise en place. C'est ça, voilà, qui est compliqué dans la philosophie. Et puis c'est une philosophie très énergique et qui beaucoup reporte sur la force, sur l'action, sur l'énergie. Hein, il a un vocabulaire sur la force qui est considérable qui n'est pas uniquement un vocabulaire sentimental, qui est vraiment un vocabulaire philosophique, parce qu'il faut qu'il résiste à une pensée réactionnaire du 19e siècle, qui, elle, au contraire, fait de la philosophie de la Révolution française une philosophie de la passivité, de la pauvreté. Alors, un truc aussi qui est intéressant, c'est son côté un peu babouviste, hein, parce qu'il a quand même, dans les dernières éditions, il avait même prévu, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, je ne me souviens pas, d'écrire assez longuement sur Babeuf. Et puis, il avait été apparenté par son grand-père à Babeuf. Il a une histoire familiale avec Babeuf. Et c'est Stéphanie Rosa qui a montré ça. Et donc, il a aussi quelque chose auquel il est très sensible, c'est la faim. C'est les situations à Paris, à un moment, pendant le directoire, ou même avant, les gens sont enfermés, ont faim, et il parle de la faim, et on pourrait presque dire qu'il développe une philosophie de la faim, un peu comme chez Babeuf à un moment. C'est-à-dire il est sensible à ce phénomène, et ça peut expliquer d'autres situations de ghetto, si tu veux. Il y a aussi quelque chose d'une philosophie qui est pas matérialiste, qui est matérialiste, mais au sens où elle est très proche de quelque chose qui est le peuple, la faim, etc., qui est pas matérialiste au sens où l'entendent, au sens physique, où l'entendent les matérialistes du 19e. Voilà, c'était des remarques. C'est ça qui est. Donc, au fond, l'intérêt de ton exposé, il faudrait le réécouter et le lire, c'est qu'il passe d'objet en objet, il montre comment à chaque fois ces objets ont un sens philosophique par rapport à des traditions philosophiques qui, elles, se veulent puissantes et unitaires, mais qui en fait sont très désengageantes, si j'ose dire, par rapport à la force de l'événement. Voilà. En deux mots, comment j'ai un peu perçu ton travail. Merci, Jacques. D'accord.
Marc, si tu veux répondre, ou alors Ouais, je donne la parole à quelqu'un d'autre. juste deux mots parce que j'ai pas grand-chose à ajouter et puis Jacques connaît bien mieux que moi le sujet en fait. Je n'y ai pas fait allusion parce que bon ben voilà c'est passé par pertes et profits de ma présentation, mais il y a alors je sais plus dans laquelle de ces préfaces il se confronte directement, il les nomme hein, d'ailleurs à Bonald et à Mestre. Alors pas à Cousin, il y a pas d'allusion à Cousin, mais ce que vient de dire Jacques me fait penser à ce qu'il dit aussi dans sa fameuse préface de 1869, toujours elle, où il dit que on a fait une histoire de la. Oui, excusez-moi, voilà. On a fait une histoire à la fois trop peu spirituelle et trop peu matérielle de la France. Hein, c'est un des passages que je n'ai pas cité parce que je n'avais pas à le citer là. Donc il se situe dans un entre-deux et je pense que cet entre-deux est effectivement l'entre-deux de sa philosophie de l'histoire. Alors l'autre élément auquel j'ai pensé en écoutant Jacques, c'est quand tu parles de la force, Jacques, moi j'ai pensé au vitalisme qui est évidemment qui vient de Vico, qui tire de vécu de Oui, je Vico voulais le citer. et et qu'il met en avant. D'ailleurs, il y a il y a une approche organique hein, de la France. Quand il dit le premier, je l'ai vu comme une personne, enfin, ce que j'ai cité, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai pu citer en début de mon intervention, il y a là quelque chose qui est effectivement très fort et très solide. Voilà. Bien. Euh, une autre, quelqu'un veut prendre la parole? Vas-y, Oui, Emmanuel. je vais poser aussi une question. Déjà, remercier Marc parce que t'as pas d'inquiétude, tu étais très clair. Tu l'es un peu moins parce qu'il y a un chat qui passe devant toi en ce moment, mais Oui, là en ce moment, je suis bon. voilà. Mais ton propos était très clair. Et je revenais sur cette question de l'unité que tu évoquais et la question également de l'approche organique. Et ce que tu évoquais sur le rapport qu'a Michelet aux temporalités, ce passage systématique entre le présent, le passé, le futur, hein, comme s'il y avait une patte, en fait, une patte du temps, une glaise. Du temps qu'il est en train de manipuler et de sculpter pour fabriquer, enfin, ce qu'il appelle la France. Et donc une espèce d'alliage, qui est un alliage de temporalité, avec cette idée qu'il y aurait au fond, au bout du compte, une histoire. C'est-à-dire l'idée que l'unité se construit par le récit. Et on retrouve, me semble-t-il, là quelque chose qui est assez fort au XIXe siècle, qui va être mis en avant. Tu parlais de Lavis, mais également chez Monod, chez Fustel de Coulanges, hein, après les années 1870. Tu disais, c'est ta citation, essayons cette paix de la commencer entre nous, un peuple, une patrie, une France, et on a envie de rajouter une histoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose de très matriciel chez Michelet, en dépit du fait, comme tu le rappelais, qu'il a été rejeté en fait par toute cette génération qui suit les années 1870, mais est-ce qu'on n'a pas là quelque chose de matriciel dans l'histoire telle qu'on va la penser, l'histoire nationale telle qu'on va la penser dans le dernier tiers du 19e? Ben, pour te répondre, il me semble, parce que c'est une chose qui m'était venue à l'esprit en lisant tous ces éléments et puis en préparant l'intervention, c'est que au fond, Michelet met
je dirais malgré lui, à mon avis. Hein, c'est une forme de contresens dans l'utilisation de Michelet. Si j'ai cité le Malais-Isaac à un moment donné, justement sur l'objet Paris, dont Jacques nous dit bien la dimension philosophique. Bon, je l'ai un peu maladroitement essayé de le montrer, d'où cette référence au manuel Malais-Isaac. On a en fait là ce que Suzanne Citron dénonçait par la suite, hein, comme le roman national. Et c'est d'ailleurs un élément de débat entre Michelet et Augustin Thierry. C'est Augustin Thierry lui-même qui le dit, hein, dans ses lettres sur l'histoire de France. Il dit, n'oublions pas l'histoire des petites patries, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la lecture unitaire, justement, qui est celle de Michelet, finalement, de cette France comme une personne. Et je dirais que ça a pu contribuer, mais malgré Michelet, parce qu'à mon sens, ça n'est pas dans Michelet, c'est une lecture qui est poussée au-delà de ce que Michelet avance, que cette lecture unitaire sous la forme du roman national. Voilà. Alors que c'est facile, et c'est là où je disais, à mon sens, on ne peut pas prendre telle ou telle partie de Michelet. Lui-même a voulu faire de la France une personne, la prendre comme une personne, il parle bon, ça tout le monde le sait dans cette introduction de 1869 de la résurrection intégrale du passé, hein, c'est son expression, qui est une expression qui est d'ailleurs en italique, donc qui est soulignée, sur le fait que c'est pas, on n'est pas, enfin, la conception unitaire de Michelet, qui est une conception organique, n'est pas de l'ordre du roman national, justement. Ne peut pas être confondu. Hein. Et oui, c'est là où je disais, si on lit effectivement, si on prend tel ou tel passage de Michelet, on peut l'utiliser, y compris à contresens, et j'ai voulu donner cet exemple très particulier, très frappant des Juifs, hein, de ce passage sur les Juifs et de la comparaison avec les Arabes, bon. Alors que c'est pas du tout le sens du propos de Michelet, mais Michelet ne prévient pas. Et c'est là où je disais, il n'est pas soucieux de prévenir son lecteur que il est en train de dire quelque chose qui est en fait complètement à contresens de ce qu'il veut dire et de ce qu'il va bientôt dire. Et d'où, j'y reviens, ça y est, j'ai retrouvé, c'est que si Michelet voit la France comme une personne, il faut voir l'histoire de France de Michelet comme un tout, comme une personne aussi, et comme un élément dont on ne peut pas séparer telle ou telle partie, en considérant qu'on a dans chaque partie le tout, en quelque sorte. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Si, on comprend bien. Voilà. Bon. Une autre remarque, une autre intervention? N'hésitez pas, ouvrez le micro, prenez la parole. Oui, je voulais ajouter que Michelet n'est pas du tout organiciste, hein, c'est pas, parce que oui. sa vision du tout, enfin au sens classique de l'organicisme, il n'est pas organiciste. C'est pas du tout son truc, là. Ça, parce que l'organicisme, c'est dans des courants philosophiques de son époque qui ne lui conviennent pas. Oui. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Surtout, comme tu l'as dit, l'influence de Vico, du penseur italien, en fait, tout ça, ça aide beaucoup à fixer sa méthodologie, quoi. Une question complémentaire, est-ce que tu connais bien toute cette historiographie du 19e siècle? Est-ce que Michelet est un cas particulier? Est-ce que, enfin, on sait que toute l'histoire du 19e siècle est taraudée et très largement marquée par la Révolution française, en fait.
Et c'est ce qu'on lui reproche. Je parlais de Fustel de Coulanges tout à l'heure. Il y a un texte célèbre dans lequel il dit que voilà, cette histoire a toujours été faite dans un camp ou dans un autre, chaque camp tapait sur l'autre, et il ne voyait pas que, au bout du compte, c'était la France qui était victime. Je ne sais plus si c'est d'ailleurs Fustel ou c'est Monod. Enfin bon, il y a une Mm. espèce ou Lavis même, il y a une espèce d'unité autour de ça. Oui. Est-ce que Michelet n'est pas simplement la marque de quelque chose qui existe par ailleurs chez d'autres historiens qui sont aussi marqués par la Révolution française et qui font une histoire dans laquelle sinon instrumentalisent, du moins se réfèrent à cette Révolution française, hein. Je te demande la question de manière très naïve parce que je ne sais pas Mm. si c'est le cas, si c'est plus le cas, moins le cas, probablement moins, parce que ça a l'air d'être chez Michelet quand même assez fort. Est-ce qu'on n'a pas finalement quelque chose qui est comme ça? Il y a des historiens du 19e siècle qui sont marqués par leur temps est largement pénétré de ces questions qui touchent à la Révolution française. Alors, à ça, je pourrais faire deux réponses. D'abord, il y a deux auteurs qui sont des auteurs contemporains, enfin du XXe siècle, qui ont un peu répondu en quelque sorte à cette question-là. C'est d'abord, c'est 1933, je crois, son texte. C'est le texte de Raymond Aron de la conscience historique européenne, qui fait de la Révolution française le point de bascule de cette conscience historique. Donc voilà. Et puis le deuxième élément, c'est la façon dont Gérard Noiriel, beaucoup plus récemment, en 1998, dans un petit livre destiné aux étudiants sur l'histoire contemporaine, fait là aussi de la Révolution française le point de bascule de l'historiographie générale. Alors, ça ne répond pas à ta question sur le heurt des historiographies des différentes historiographies du 19e siècle et de la place de Michelet là-dedans. Celui dont il me paraît le plus proche, tout en désarticulant un peu son comment dire son écriture, c'est Guizot. C'est le Guizot du cours d'histoire moderne, hein, quand il le publie après avoir été évincé de la Sorbonne, et où il développe, c'est André Burguière dans le dictionnaire des sciences historiques le résume, je trouve, peut-être je me trompe, mais très très bien, c'est-à-dire une lecture qu'il attribue comme étant une lecture protestante de l'histoire de France, et dans laquelle, mais ça se retrouve, bon, dans ce que j'ai pu lire de Guizot, ça se retrouve, c'est du XIe siècle, parce que Guizot part de loin, hein, son histoire moderne du XIe siècle à la Révolution française, c'est les étapes de la conquête de la liberté, et il associe cette conquête de la liberté à la montée de la bourgeoisie, sans préciser ce qu'il entend par bourgeoisie, c'est-à-dire qu'il mélange à la fois bourgeoisie telle qu'on l'a au Moyen-Âge, hein, le droit de bourgeoisie, quoi, et puis la bourgeoisie du 19e siècle, c'est d'ailleurs lui, bon, mais ça, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, hein, puisque Marx l'avait dit lui-même, qu'il reprend le concept de lutte des classes d'un texte de Guizot, dans lequel Guizot parle de la Révolution française comme d'une lutte de classe. Il utilise le terme même, entre la noblesse et la bourgeoisie, sans se préoccuper de définir ce qu'il entend par bourgeoisie d'ailleurs, et autres. Et c'est ce schéma, alors ce schéma passe par les communes, les affranchissements des communes du XIe, XIIe, XIIIe siècle, arrive ensuite à la Renaissance et à la Réforme, hein, et Guizot dit que la Réforme, c'est la liberté religieuse qui est conquise à ce moment-là. Et puis, il arrive à la Révolution française pour en faire la conquête de la liberté politique, même s'il rejette par ailleurs une partie assez large de la Révolution française. Hein. Mais
voilà en gros le schéma. Et on retrouve ce schéma chez Michelet. Hein. Il y a un passage que je n'ai pas cité, mais si je le retrouve, mais je ne vais évidemment pas le retrouver. Il y a un passage dans lequel il met côte à côte les deux termes en disant que c'est la lumière de la vie, en quelque sorte, les termes de réforme, de renaissance et de réforme. Voilà. Et en disant que c'est la première pierre, en quelque sorte, qui conduit vers la conquête de la liberté et, et la Révolution française. Voilà. Bon, je retrouve plus le passage, là, je peux pas te donner la citation, j'essaierai de retrouver ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si, je pensais un peu effectivement aussi à Guizot, mais voilà, il me semble qu'il y a un moule commun en fait à tous ces historiens qui sont totalement pénétrés Ah par oui. l'enjeu de la Révolution française, Mmh. que ce soit dit, que ce soit formalisé, et probablement pas comme le fait Michelet, mais tous n'ont quasiment que ça en tête. Je ne sais pas si tu as vu, il y a dans les commentaires, il y a Françoise qui écrit Michelet entame son histoire du 19e siècle par des chapitres sur Babeuf. Oui. Dans cette histoire du 19e siècle, il est témoin et il n'est pas ou il n'est plus historien. Donc c'est la Mmh. question du témoignage qu'elle pose et c'est assez intéressant parce que là encore, on a un élément de rupture avec l'école méthodique qui rejette la question de la source orale, qui rejette le témoin et qui va mettre en avant aussi autre chose, hein, comme source légitime pour l'histoire, qui est bien sûr l'écrit, qui est le manuscrit. Donc je te livre simplement cette remarque Oui. Ben, assez juste. Ouais. je te remercie parce que je la vois pas apparaître sur mon écran et puis de toute façon j'arriverai pas à la lire. Bon. Donc Si je voilà. peux ajouter un mot Oui. sur le sujet, Stéphanie Rosa a montré que, en fait, entre la famille Michelet et Buonarroti et les babouvistes, les familles donc qui se trouvaient autour des babouvistes, il y avait des liens. Mmh. Ils se connaissaient. Et à plusieurs reprises, lorsque Buonarroti était attaqué dans ses ouvrages, en particulier sur la conspiration de l'égalité, il mentionnait Michelet en disant Michelet est de mon côté, il me défend. Donc il Oui. est quand même, faut pas trop mettre à part Michelet. Bon, c'est vrai qu'il a un style, une pensée qui est très originale, mais dans, disons, son itinéraire personnel, et je pense que ce que j'ai lu de Stéphanie Rosa là-dessus n'est pas très détaillé, mais j'imagine qu'un jour elle nous fera un article plus précis sur la question. Là, on voit quand même qu'il avait des liens avec le mouvement républicain, le mouvement babouviste, et que ça passait, je me répète, en partie par ses grands-parents qui Mmh. connaissaient la famille Buonarroti. Alors là, on trouve comme ça, de part et d'autre, des témoignages divers, et Stéphanie Rosa les a rassemblés. C'est intéressant. J'ai lu ces quelques paragraphes qu'elle a consacrés à ce sujet. Je pense que là, les jeunes chercheurs actuels sont plus sensibles à l'insertion de Michelet dans son temps, tout en cherchant, parce que beaucoup sont des littéraires qui travaillent sur Michelet, tout en cherchant quand même à maintenir son originalité stylistique, rhétorique et Mmh. philosophique, etc. Mais il y a quand même une évolution, parce que c'est vrai que dans ma génération, on avait tendance à situer Michelet très à part dans la pensée du 19e. Voilà. Juste une remarque. Il me semble quand même que l'idée que la Révolution française commence au XIe siècle ou au XIIe siècle avec le mouvement des communes, que finalement la deuxième étape, c'est la réforme avec la liberté religieuse. Et ça, c'est quand même un truc qui est repris par beaucoup. Alors, est-ce qu'ils le reprennent de Michelet ou est-ce que ça fait partie d'un ensemble? Parce que, je veux dire, chez Quinet, il y a la même chose. Il y a aussi chez Quinet cette idée que le salut public, c'est Louis XI.
Et lui, il en rajoute une couche puisqu'il dit que le salut public, c'est Torquemada et l'Église catholique. C'est un truc qui est aussi chez Louis Blanc, c'est un truc qui est aussi chez Esquiros, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Donc, je me demande ce qui relève de l'unicité de Michelet. Bon, je pense pas que tu puisses répondre à la question, faudrait reprendre tout le temps. Mais je me demande ce qui est de l'unicité de Michelet ou ce qui relève d'une génération, pour dire vite, une génération d'historiens ou d'auteurs qui s'intéressent à la Révolution française. Enfin, je sais Oui, pas. Je sais pas dans quelle mesure, parce que j'ai pas fait ce travail-là, mais est-ce qu'on peut pas, alors même si vraiment Louis Blanc est à part, là aussi, il n'y a pas quand même la reprise de certains trucs de Michelet chez Louis Blanc, quoi. Même si par ailleurs, sur toute la question religieuse, etc., ils sont pas du tout d'accord. oui, Michelet le Excuse-moi, dit. Marc, commentaire Oui, de Françoise sur cette question. Oui, Elle oui, écrit, cette idée, on la trouve chez Barnave. oui, en effet, on la trouve chez Barnave déjà. Mhm. Je veux dire, on la trouve dans l'événement. Mais je parlais vraiment des historiens, quoi. On la trouve dans l'événement déjà. Non, son texte est inédit. Ouais. Non, mais je parle pas forcément de Barnave, mais je parle des contemporains de la Révolution française eux-mêmes qui font le lien. Enfin, je veux dire, Bien sûr, il y a ce récit, cette ils ont des généalogie récits. qui est, Ouais. qui est, qui est, qui est, qui est portée, hein. Mhm. Excuse-moi, Marc. Là, c'était pour te donner les informations qui arrivent, hein. Elle renvoie à Oui, Jaurès, oui, oui, merci. Oui, Françoise. oui, 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 d'accord. D'accord. Voilà, je ne sais pas si ça appelle de répondre. J'ai rien à, là, je vois rien à ajouter. Et sur la bibliographie récente, tu as repéré des choses. Eh ben, c'est justement, je te le disais, Jacques, c'est justement mon problème, c'est Voilà. que mes capacités de travail font que je n'accède plus que très ponctuellement à la bibliographie récente. Et c'est Parce que ça, moi, je ne dispose que d'un seul c'est un des ouvrage. défauts. Voilà. Voilà, c'est le défaut de mon travail, je le reconnais bien volontiers, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne peux plus surmonter pour des raisons de santé. Bon, voilà. Enfin, pour te rassurer, dans le dernier volume collectif que j'ai eu, qui s'intitule Déchiffrer la tempête, Michelet, la Révolution française, la part philosophique est très très limitée, hein. C'est plus la rhétorique, le style, etc. Ah Il y oui. a, il y a des, je peux pas dire non plus que c'est pas philosophique, mais ça se revendique comme partie philosophique, mais c'est pas le centre de l'ouvrage. Mm. Principalement le centre de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui a été publié sous la direction de Paul Petitier, qui a fait l'édition de la Pléiade de Oui. Michelet, la Révolution française. Donc, ton objet reste tout à fait original et ouvert à des développements. Je pense que Alors, parmi ces développements que j'ai d'ailleurs ratés, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais et ça me revient en mémoire avec ce que Marc vient de dire et ce que tu évoques. Dans l'idée d'unité et d'unité nationale, il y a l'idée d'armée nationale aussi. L'armée comme élément d'unité nationale et Michelet, alors je ne retrouve pas la citation, mais je la connais bien de mémoire, dit que l'archer de Bagnolet est l'ancêtre du soldat de la Révolution. Il l'écrit littéralement. Hein. Voilà donc parmi les voilà un autre objet puisque tu soulignais que que ces éléments qu'on pourrait penser factuels sont en fait des éléments qui permettent de faire émerger cette philosophie de Michelet à l'œuvre dans l'histoire de France. Voilà un exemple que j'avais laissé échapper. Quelqu'un d'autre? On a encore le temps pour une ou deux questions. Oui, Marion? Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre intervention, c'est que il me semble que vous avez dit que Michelet ne fait pas d'analogie avec la Révolution quand il traite de l'époque gauloise.
et qu'il le fait quand il parle du Moyen-Âge, si j'ai bien compris. Et ce qui est Oui. intéressant, c'est que les révolutionnaires français, souvent, ils se comparent, en fait. Ils ont des référents dans l'Antiquité. Michelet connaît ces textes. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'ait pas envie de faire? Est-ce que vous savez pourquoi il a voulu commencer son système d'analogie avec le Moyen-Âge? Est-ce que c'est parce qu'il a écrit son histoire de la Révolution et qu'ensuite il a repris sur le Moyen-Âge? Est-ce que c'est à un moment donné dans le Moyen-Âge qu'il y a une césure, en fait, et qu'il se met à faire ces analogies, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une autre explication? Alors, je pense que l'explication, elle est la suivante. L'utilisation du Moyen Âge par les auteurs du XVIIIe et de la Révolution française, c'est, enfin, de ce que j'en ai lu, hein, de ceux que j'ai pu lire, puisque j'ai aussi parcouru assez longuement les auteurs du XVIIIe siècle, c'est davantage l'idée que on peut contester la monarchie. On peut la contester à partir des exemples de l'histoire mérovingienne et carolingienne. Pas une fois de plus, la Gaule n'est pas dans le. Enfin, moi, je ne l'ai pas rencontré en tout cas. Hein, ça n'est pas. Mais en revanche, effectivement, alors l'idée elle est la suivante. On la trouve dans l'essai sur le despotisme de 1776 de Mirabeau. On la trouve dans les observations sur l'histoire de France de Mably de 1764, pardon. Hein. C'est que et on la retrouve en 1791, reprise par Billaud-Varenne dans la céphocratie. Hein, que Françoise connaît bien parce que si je ne me trompe, Françoise, tu en as publié, tu l'as publié en fait, tu en as publié, tu en as fait une édition commentée. Eh bien, l'idée c'est que au fond il y avait une forme de représentation nationale qui a été usurpée par la monarchie bourbonienne, hein, donc des XVIIe, XVIIIe siècles, et que cette représentation nationale a été comment dire maltraitée ou qu'on a voulu la dévaluer sous le nom de gouvernement féodal, alors qu'en fait c'était une forme de représentation nationale. C'est ce qu'ils appellent, bon, ce sont les chants de Mars pour les Mérovingiens, les chants de mai sous les Carlovingiens, c'est-à-dire ces réunions qui sont en réalité des réunions tout à fait aristocratiques, hein, qui n'ont rien parlé de représentation nationale, mais ces auteurs considèrent que c'est une forme de démarrage de la représentation nationale. Et ça, effectivement, Michelet ne l'a pas repris. Ça, c'est un type d'argumentaire qui manifeste. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est un argumentaire qui est un argumentaire de philosophie politique, hein, pour le XVIIIe siècle. Est-ce que c'est un argumentaire qui n'a plus de raison d'être pour Michelet? C'est possible. Le deuxième élément que je vois, c'est que Michelet s'intéresse je dis pas s'intéresse au Moyen-Âge, parce que il écrit sur la Gaule, les Mérovingiens, les Carlovingiens, mais pour reprendre son terme, hein, et pas les Carolingiens, à l'époque on disait les Carlovingiens, mais que le moment où il va commencer à construire justement ce système d'analogie dont j'ai parlé, c'est le moment où la France sous les Capétiens, ça commence assez tôt en fait, il l'évoque un peu. Je ne l'ai pas dit, je l'ai ramené au XIVe siècle, mais il l'évoque parfois un peu avant, dans le XIIIe siècle en particulier, mais surtout à partir du XIVe siècle. Et dans sa préface de 1855, justement, il revient beaucoup là-dessus, c'est-à-dire quand il revient à son histoire de France, il y revient précisément à ce moment-là.
je veux dire, à ce moment-là de son récit. Hein, il s'est arrêté avant et il reprend à ce moment-là son récit. Et donc, pour lui, c'est justement parce que c'est dans la guerre contre les Anglais, il le dit à un moment donné, que c'est la guerre contre les Anglais qui a finalement aidé à la conscience de la nation française. Hein. Il n'est pas du tout, il ignore par exemple Bouvines, hein, dont on a fait parfois la naissance de la conscience nationale en 1214. Pour lui, non, il passe complètement là-dessus. C'est vraiment plus tardif. C'est dans la période du XIVe siècle et des guerres anglaises. En fait, ça il le dit, ce sont les guerres anglaises qui sont le moment où il voit fonctionner cette référence-là. Voilà. Et c'est pour ça que, enfin, c'est sans doute un des éléments qui fait que la période mérovingienne et carolingienne qui avait intéressé les historiens, les écrivains, les philosophes du XVIIIe siècle ne l'intéresse plus de la même manière. En tout cas, qu'il n'y investit pas cette dimension-là. Voilà. C'est peut-être, je rebondis là-dessus quelques secondes, c'est peut-être aussi parce que le moment historiographique, entre guillemets, qui commence de Boulainvilliers jusqu'à la baie du Bost, Mably, etc., finalement, qui se pose la question de l'origine du tiers-état dans la dichotomie noblesse gaulois, etc. Ce moment, il est terminé parce qu'il est passé, parce que justement, la Révolution française est passée par là, et que d'une certaine manière, elle a réglé, elle a réglé la question. Et que c'est vrai qu'au Alors, 19e siècle, on met Mably à côté quand même. On a tendance un peu à le chasser de la réflexion historique quand même. oui. Alors, deux choses pour venir à abonder à ce que tu dis, ou peut-être compléter, je ne sais pas. Il y a un auteur au XIXe siècle qui réutilise la logique des deux races, c'est Augustin Thierry. Oui, bien sûr. Ouais, lui, il l'utilise. Et puis, par ailleurs, alors ça y est, ça on va pas encore m'échapper. Qu'est-ce que tu avais évoqué d'autre? Je parlais de Boulainvilliers, du Bost. Oui, bon, ça, les deux races. Mais il y avait un deuxième élément que tu avais apporté. C'est pas grave. Je vois plus. Et pour le coup, que l'on retrouve là chez Michelet et chez d'autres. Oui, c'est vrai que les premiers chapitres du Moyen-Âge de Michelet parlent de la Gaule, il commence par la conquête, enfin par la situation de la Gaule à la conquête de César. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de système d'analogie avec ça, parce que je regardais tout à l'heure, je prenais le truc, hein, je vérifiais en même temps que je te parlais. Il n'y a pas de système d'analogie à ce moment-là.